La difficulté d'appréhender les problèmes politiques, économiques et sociaux du monde actuel résulte de leur complexité, de l'interdépendance des enjeux, de la multiplicité des acteurs et des intérêts, ainsi que d'une crise de confiance généralisée de par le monde et singulièrement en Martinique. À cela s'ajoutent les contradictions internes aux sociétés modernes, entre individualisme et solidarité, qui rendent la construction de solutions collectives ardue, excessivement ardue, parce qu'il ne s'agit pas seulement de démêler la complexité du monde, des choses, des dossiers dont nous vous parlons, mais aussi de vivre de vivre correctement ce monde, surtout pour les adeptes du vivre ensemble que nous sommes. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Oui, il faut changer, tantôt une vidéo, tantôt un speech de moi un peu solennel. Alors aujourd'hui, Frédéric va nous parler de la Nouvelle-Calédonie, d'une méthode nouvelle pour un avenir institutionnel partagé. Emmanuel va nous expliquer comment on peut bâtir un budget avec des techniques d'entreprise. Ça s'appelle le budget base zéro. Christian n'est pas là malheureusement. Je vais essayer avec timidité de faire son sujet. Daniel, les finances de Fort-de-France se portent mieux. Je dis ça avec ça de lumière. Frédéric, aucun projet structurant ne se fait sans le soutien de l'Europe. C'est son cas étudié souvent. Alex Ventadour, tu as déjà fait quelque chose oui, tu avais eu à traiter. J'avais évoqué le courrier la lettre ouverte plutôt d'Alexandre Ventadour à Manuel Valls, consécutivement donc, à son tu deviens passage spécialiste en Martinique, d'Alex Ventadour, et je deviens un petit peu une experte d'Alex Ventadour. Tu vas nous parler, toi, du quorum à l'occasion de l'invitation du maire Germain, qui a invité pour expliquer la situation du prêcheur. Daniel va nous dire deux mots sur une tribune que j'ai trouvée très chouette, de Jeff Lafontaine, intitulée « Quand les clowns investissent l'agora », belle plume, bien intéressant. Et puis quelques informations avant, et puis après on va faire un jingle, quelques brèves, une intéressante, écoutez bien celle-là, le groupe GBH en partenariat avec Supernovae, qui est une ONG, une organisation non gouvernementale française d'urgence et de développement, lance une opération clinique mobile dans les bangas de Mayotte, je suppose que c'est dans les quartiers, quoi, visant à faciliter l'accès aux soins pour les populations les plus défavorisées, les plus vulnérables du territoire. Cette action s'insère dans la réponse d'urgence que le groupe GBH a déployée de près de 2 millions d'euros pour soutenir l'île après Chido. Chido, c'était le cyclone qui a mitraillé. Alors, le pape François est mort, ça on le sait. On ne va pas trop développer pour l'instant, puisque notre émission à contre-temps va plutôt s'attacher à expliquer l'après-François. L'homme, on le connaît, ses qualités. Je vous renvoie chacun, tous, aussi téléspectateurs, à sa dernière homélie, qui est extraordinaire, sur le pardon. Le pardon dans la famille, le pardon au sein des groupes humains. Il faut élargir que le pardon est rédempteur, il est soulagement, il est santé. Voilà. J'ai eu une petite pensée émue pour ceux qui ne regrettent pas la mort du pape, savoir l'extrême droite, parce que le pape vraiment les tiraillait avec ses préoccupations qui étaient tout ce qui est périphérique, quoi, toutes ces préoccupations périphériques, les migrants. Des migrants, le Sud. C'est un pape qui privilégiait trop le Sud. C'est un pape qui frisait même le wokisme, a dit De Villiers. Exactement. Alors, dernière information, ça, j'ai trouvé ça très fin. C'est que le président de la République a annoncé, à l'occasion de la coalition des volontaires, vous savez, les pays qui se sont réunis pour essayer de trouver un plan de sauvetage, de sauvegarde de l'Ukraine, il a annoncé que la France va apporter une aide militaire de 2 milliards d'euros à l'Ukraine, pays riche, pays puissant, qui comprend naturellement, c'est la chute que des équipements produits par des entreprises françaises de défense. Je vous donne le détail, je vais aller chercher. Missile anti-char Milan, missile Mika pour les avions, Mirage 2000-5, missiles sol-air Mistral qui sont produits par MBA, société française. On avait fait un sujet, hein, c'est toi qui l'avais traité. La France est le deuxième producteur d'armement. Véhicules blindés VAB sont fabriqués par une société française qui s'appelle Acus.
les chars AMX, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire, ça ne veut rien dire, fabriqués par Nexter System, mais c'est pour le financement de l'aide que j'ai trouvé ça savoureux. Pas d'augmentation d'impôts. Le financement de cette aide proviendra de la loi de programme militaire. Bon, je ne savais pas qu'une loi pondait ex nihilo de l'argent. Bon. Pas d'effort budgétaire immédiat, mais anticipé. Pas d'effort budgétaire anticipé, mais on va programmer ça sur les budgets qui viennent plus tard, ainsi que des financements européens et du G7. Et ça savoureux, quoi. Pas d'augmentation d'impôts, mais augmentation d'impôts à terme. C'est très jingle, l'actualité. Tout ça très subtil. Ah oui, oui. En ayant oublié que Daniel va traiter naturellement le gros morceau qui est la culture, et en l'occurrence Génie Alpha, qui était culture, si musique. Tout le monde veut, tout le monde veut. Nouvelle-Calédonie, le gouvernement dévoile une méthode pour un avenir institutionnel partagé, comme je vous le disais. À l'approche de rendez-vous décisif pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'État mise sur une méthode de dialogue participatif pour apaiser les tensions. Ça laisse beaucoup à désirer. C'est Frédéric qui va nous expliquer comment cette méthode peut être totalement contestable et contestée, je crois. Oui, mais ne spoil pas à la fin, s'il te plaît, Gérard. Donc, vous connaissez l'histoire de la Calédonie. La Calédonie, c'est une collectivité française à statut particulier, une collectivité française sui generis, donc de son propre genre. Donc, elle a vraiment ses spécificités auprès de la France. Et puis, elle a un passé qui est assez tumultueux. On se souvient dans les années 80 des accords successivement de Matignon et de Nouméa, des violences indépendantistes sur le territoire, des violences françaises, des violences civiles au niveau des Kanaks. On a même pris le cas de la Nouvelle-Calédonie comme le cas du génocide par substitution, plus de blancs, donc cette sorte de substitution par la démographie hexagonale, métropolitaine. Et puis on a dans les années 90, donc ça c'était l'époque Rocard-Chirac, et on a dans les années 90 la méthode de Jospin, des 3 référendums pour cette fameuse indépendance. Les 2 premiers référendums disaient un grand non à l'indépendance, et le 3e référendum, on l'a annulé, on l'a squeezé pour ne pas qu'il ait lieu. Bon, alors, tu le dis, il y a un vrai dispositif, un avenir institutionnel pour restaurer la confiance, un projet d'accord soumis aux partis, après quand même une année 2024 qui a été une année de grande violence sur le territoire kanak, notamment concernant ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cet accord au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'élargissement du corps électoral, au niveau de la représentativité, puisqu'on a quand même 42 ou 45 000 électeurs qui ne sont pas représentés, puisqu'on a une surreprésentation des Kanaks par rapport aux populations migratoires, et c'est souvent expliqué par le fait que, notamment l'agglomération de Nouméa, tout particulièrement, et j'en viens au point, est surreprésentée en termes de métropolitains, pour parler de façon concrète, par rapport aux Kanaks, par rapport aux populations natives. Bon. Alors, oui, on reproche cet accord, puisqu'on ne sait pas si on parle d'indépendance, d'autonomie renforcée, quel est le projet politique exactement. Et puis, on a quand même un grand cri de la part des loyalistes. Vous connaissez bien la différence, autonomistes, indépendantistes et loyalistes, ceux qui veulent rester liés à la France. On a l'impression, en vérité, que la France est un petit peu en train de noyer le poisson. Et on a parlé de cela à un moment. Il y a toujours des velléités, des souhaits, des identités, des revendications populaires, et souvent très légitimes, mais il y a aussi des enjeux économiques qui jouent énormément. Et le gros enjeu économique, me semble-t-il, en Nouvelle-Calédonie, en tout cas il le semble aux économistes, c'est le nickel. C'est le fameux métal du diable. Et aujourd'hui, la France, jusqu'à maintenant, on va dire, la France a toujours eu un rapport d'intérêt avec la Nouvelle-Calédonie pour ce nickel.
Et il faut savoir que ça a été aussi la monnaie d'échange pour pouvoir gagner cette indépendance, gagner cette autonomie. Sauf que l'offre mondiale a complètement décroché de 30 000 à 15 000 euros la tonne en termes de tarification du nickel, notamment avec la concurrence forcenée de l'Indonésie et aussi de la stratégie sidérurgique de Pékin. Et il faut comprendre que ce nickel permet de créer des batteries et permet d'alimenter toute l'économie des véhicules électriques. Notamment, on voit que le 24 octobre 2024, l'État a quand même versé 20 millions aux sociétés produisant du nickel à la Nouvelle-Calédonie. Et Gérard Darmanin a quand même souligné que son aide à cette industrie coûtait à la France pendant 6 ans 2 milliards, avec une énorme alerte de la Cour des comptes sur ces investissements extrêmement lourds de l'État. Donc on a une sorte de, finalement, et ça représente aussi, pardonnez-moi, un quart des emplois privés sur le territoire. Donc on a une sorte de retrait économique, stratégique et géopolitique de la France en Nouvelle-Calédonie, conjoint à une réforme institutionnelle, la peur que la France décroche, et des intérêts, on va dire, géopolitiques et financiers qui sont tout à fait liés à la situation aujourd'hui de flou artistique. Ça va donner quoi, à ton avis? Eh bien, à mon humble avis, ces négociations de Nouméa, parce que c'est ce dont on parle, pour fin avril, ça va donner un désengagement de l'État français par rapport à la Nouvelle-Calédonie, pour deux raisons. La première, c'est qu'en termes institutionnels, les cartes sont extrêmement brouillées. Bon, aujourd'hui, c'est un territoire français avec des intérêts économiques dont je parlais, mais ces intérêts économiques sont de plus en plus amenuisés par l'économie internationale. Les intérêts de la France s'amenuisent aussi. La France, aujourd'hui, ne peut plus administrer autant de milliards ou de millions d'euros sur ces territoires. Et je crois qu'il faut bien s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une véritable colonne, bien qu'il y a d'autres enjeux de présence, de géostratégie, etc. Bon, oui, mais bon, il faut quand même comprendre que la Nouvelle-Calédonie a été longtemps une monnaie d'échange, sans mauvais jeu de mots, pour le nickel. Donc, à mon avis, il y a une réflexion, un temps de réflexion de la part de l'État français très globalement sur ces territoires. La Nouvelle-Calédonie en est un exemple, mais je crois que la Martinique ne sera pas épargnée sur ce que le territoire lui apporte et ce que le territoire lui coûte. Après, notamment les violences urbaines de 2024, on s'est retrouvé avec des centaines de millions d'euros à financer par l'État. On parle de 3 milliards 3 d'euros. milliards, excuse-moi. Mais bon, en tout cas, en termes de destruction, on en était là en 2024, mais effectivement, les bilans sont assez lourds. Et puis, on ne parle pas que de cela. Si on parle de déficit structurel, au-delà même de ce qui s'est passé pendant ces manifestations, l'état de la Nouvelle-Calédonie et ce qu'il faudrait pour qu'elle fasse France, on en a déjà parlé, on est effectivement à plusieurs milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français adopte la méthode du budget base zéro, BBZ, pour élaborer le budget 2026 visant à réaliser 40 milliards d'euros d'économies sans augmenter les impôts. Daniel, essaie de nous expliquer en quoi ça consiste. Oui, alors c'est la méthode du budget base zéro. Alors, vous avez un placard de cuisine qui est chargé. Il est blindé de boîtes de conserve, de paquets de riz, de pâtes. Vous ne pouvez plus rien mettre dedans. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la méthode base zéro, c'est d'enlever tout du placard et de remettre un à un ce qui est indispensable. Et là, vous notez que ce qui n'est pas indispensable, vous mettez de côté, vous jetez, ce qui est périmé, vous laissez. Voilà. Le principe du budget base zéro, c'est pas de rajouter, comme on le fait chaque année dans les budgets, puisque le principe des constructions budgétaires de la France depuis 60 ans, c'est de dire je veux 5% de plus, je veux 10% de plus, sans vraiment remettre fondamentalement en question le principe des budgets, des endettements différents. Ce qui active le budget. Donc c'est ça le principe base zéro, c'est de reconsidérer tout ce qui est dans le budget actuel avant de demander de nouveaux développements. Et donc de remettre en question, ligne à ligne, chaque ligne d'investissement du budget. Donc voilà l'exercice qui est demandé par François Bayrou à ses ministres. Alors c'est un exercice extrêmement
compliqué parce que là, il met chacun devant ses responsabilités. Il dit, avant de me proposer un budget pour l'année prochaine, déshabillez-le, justifiez chaque dépense ligne à ligne, et puis ce qui n'est pas important, on met de côté, et ce qui est indispensable, on l'accepte, voire on l'amplifie. Donc c'est un exercice de réinitialisation budgétaire. Donc c'est très intéressant sur le plan philosophique, sur le plan théorique. Et dans la parce pratique. que c'est Et dans la pratique, ça va faire couiner beaucoup de dents, parce que les ministres, encore une fois, considèrent qu'un succès de la pratique ministérielle, c'est d'obtenir X% de plus par rapport à l'exercice d'avant. C'est un peu le grand principe. C'est un peu comme... ça me fait penser au budget de l'armée à Fort-de-France, par exemple, où on faisait tourner les moteurs des engins du 25 au 30 décembre pour utiliser le carburant, pour être sûr que la demande de budget de carburant sera au moins équivalente à ce qui avait été consommé l'année d'avant. Ouais. Voilà la pratique dans laquelle la France est engluée depuis des décennies, et ce qui justifie en partie, du point de vue en tout cas de François Bayrou, une grande partie de notre déficit, de nos difficultés. Donc voilà, donc on repart de zéro littéralement, on efface le tableau, rien n'est automatique, pas question de reconduire les vieux budgets sans se poser de questions, donc on redevient critique sur chaque ligne, on explique tout ligne à ligne, chaque euro dépensé devrait être justifié, expliqué et prouvé utile. C'est quand même un exercice intéressant. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de traquer toutes les dépenses inutiles, de traquer les doublons, de traquer les gaspillages. Alors ça va jusque dans les agences de l'État, dont il va falloir justifier de leur intérêt. Est-ce qu'on les maintient? Est-ce qu'on les conserve? Est-ce qu'on les efface? Ça va très loin dans le réingéniering de l'État. Donc ça vaut pour tout ce qui est de l'État, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans les transports, dans la culture. Voilà. C'est un peu comme je disais, on vide le frigo et on le remplit de choses plus fraîches pour faire de la clarté dans ces étagères. Et en gros, ça revient à faire mieux avec moins. C'est ça l'attendu. Donc les fameux 40 milliards d'euros d'économies. François Bayrou espère que cette méthode génère mécaniquement ces économies. Et donc il dit, je cite un peu la phrase qui explique son propos, « Il faut rendre l'action publique plus efficace, plus lisible, plus proche des besoins réels. » Voilà la méthode. Et ça s'inscrit dans un discours lourd qu'il a fait récemment sur la situation financière de l'État. J'ai trouvé que ce discours avait une vertu, c'est qu'il disait les choses, alors même s'il n'apportait pas de vraie vision, de solution, de plan bien dessiné, mais au moins il disait, c'est rare quand l'État dit ses difficultés avec autant de précision, autant de clarté. Donc il a quand même mis le doigt sur les failles budgétaires de la France. Et voilà, donc il propose, donc on attend maintenant les résultats et surtout comment vont réagir les ministres face à cette feuille de route. J'ai deux interrogations à ce sujet. Premièrement, qui c'est qui va vérifier et contrôler tout ça? Ça sera de l'autocontrôle, de l'autocensure. Donc ça va être d'une complexité extraordinaire. Mais enfin, bon, ils vont s'y coller, ils vont bien arriver à quelque chose. Peut-être pas totalement, mais enfin, au moins la démarche est bonne. Et puis moi, il y a quelque chose qui me gêne, c'est un petit parfum d'Elon Musk et puis de Trump qui dit qu'on va supprimer, qu'on va économiser. Non, franchement, non, mais ça a une odeur, j'ai dit, ça a une odeur. Non, même pas, quand même pas. Il faut considérer que là, on rentre dans de la gestion. Aujourd'hui, l'État n'a pas été géré au sens gestionnaire du terme, c'est-à-dire qu'on n'a fait qu'accumuler des déficits sans trop se poser de questions sur le coût de nos services. Je trouve que là, il met le doigt, il commence à dire chaque franc, chaque euro investi, chaque euro mis dans le service public doit être justifié. Donc c'est un acte de bonne gestion. Moi, je vois plutôt comme ça. En théorie, tout est bien. Supprimer des services qui ont l'air de faire doublon. Je parle de l'hypothèse américaine. Supprimer des gens qui semblent être des parasites, une masse de fonctionnaires fédéraux et tout. La théorie est toujours belle, mais dans la pratique, à l'occasion de ça, on va voir nos budgets d'outre-mer réduits, c'est sûr. Moi,
Mais dans les entreprises, c'est un peu l'exercice que l'on fait chaque année. Quand on présente un budget d'entreprise à son actionnaire ou à son gérant, il ne s'agit pas de demander un peu plus, il s'agit de reconsidérer ligne à ligne tout ce qu'on fait. Donc cet exercice, il est pratiqué dans les entreprises, dans les grands groupes. Ah oui, non, mais je Et donc, je pense que le contrôle se fera... Non, je ne disconviens pas, mais je dis qu'il y a une complexité là, et puis qu'il y aura, et puis je vois la mise en œuvre, et puis qui c'est qui va y procéder, selon quels critères, selon quel principe, parce que l'image du frigidaire est très belle. Mais ensuite, il faut regarder si c'est vraiment périmé. Alors, les dates limites de consommation, on le sait, sont théoriques et abstraites. Je reprends ton exemple. Donc, on peut dire le yaourt, ouvre-le pour voir s'il sent mauvais, parce que tant qu'il ne sent pas mauvais, il est encore bon, parce qu'il c'est un produit fermenté. Tu vois la complexité des choses? L'outre-mer, est-ce que c'est tellement nécessaire d'augmenter les forces armées, les forces militaires? Bon, mais c'est le radar pour les narcotrafiquants, ça suffit, c'est le radar à porter, et puis bon... En tous les cas, c'est vertueux. Marine Le Pen, Martin Luther King et l'indécence historique. Alors, très rapidement, Madame Le Pen avait décidé de s'arroger l'héritage de Martin Luther King. On se demande qu'est-ce que cette bonne femme-là a eu comme idée de solliciter Martin Luther King pour maquiller sa condamnation judiciaire en expliquant que c'est à l'image du combat pacifique pour les droits civiques. Mais elle se trouve dans la situation de Martin Luther King qui luttait pour les droits civiques des Américains. Elle, c'est pour les Français. Bon, alors, lever le bouclier, bon, c'est un petit peu normal, parce que tout ce que l'un dit, l'autre en face dit le contraire. Donc là-dessus, c'est pas ça qui est le plus important. Mais surtout, la réaction de Martin Luther King III, le fils de Martin Luther King, qui a dénoncé je vous reprends son expression, une distorsion inappropriée de l'histoire. Une distorsion inappropriée de l'histoire et une atteinte au sacrifice consenti par ceux qui se sont battus pour la justice. Et elle a été critiquée parce qu'on estime qu'elle instrumentalise de façon indécente l'histoire à son profit. Bon, c'est amusant de voir comment, dans une situation un peu désespérée, les politiques n'hésitent pas à dire n'importe quoi et puis à faire n'importe quoi au détriment du bon sens ou de la logique. Les finances de Fort-de-France se portent mieux. C'est une information beaucoup plus gaie. Daniel. Oui, tout à fait. Alors ça a fait effectivement la une de beaucoup de médias parce que le conseil municipal a adopté au mois de mars 2025 le compte administratif qui indiquait qu'il y avait un excédent de plus de près de 5 millions, 4 millions 8, et que le budget 2025 était en équilibre. Ouais. Alors, le maire de Fort-de-France a expliqué, quand on l'a interrogé, que cela résultait des efforts de la ville depuis plusieurs années et rappelait que la ville venait de signer en 2024 son deuxième quorum. Alors, le terme de quorum, je vais laisser le soin à Emmanuel tout à l'heure de le définir pour le prêcheur. Enfin, c'est un contrat avec l'État qui accompagne les collectivités, mais à certaines conditions, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a des difficultés pour être accepté pour le quorum. Donc, il y a eu un premier quorum qui a été fait, et les efforts ont payé, tant et si bien qu'il y a un deuxième quorum qui a commencé en 2024. Ouais. Alors, ce qui me paraît aussi intéressant, et ça rebondit un peu sur ce qu'Emmanuel disait sur la façon de gérer des entreprises, parce que s'il y a une rigueur financière qui doit être de mise dans les deux cas, je pense que les deux ne peuvent pas se calquer l'une sur l'autre. Ouais. Et je prends un exemple. La Cour des comptes, lorsqu'elle a déposé, elle avait fait son rapport sur la ville de Fort-de-France, elle a fait un rapport en 2019, avec très sévère sur la gestion de la ville de Fort-de-France, sur le déficit, etc. Il avait fait un certain nombre de préconisations, augmentation des impôts, diminution du personnel, notamment. Et le maire de Fort-de-France explique que la Cour des comptes préconisait un retour à l'équilibre en 2025 et que lui y arrive, mais par d'autres voies que celles préconisées par la Cour des comptes, qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts préconisée, qu'il y a eu un non-remplacement remplacement des personnes qui partaient à la retraite. Et non pas une suppression d'emploi. Non pas une suppression de poste. Brut. Ouais. Et il y a un autre point sur lequel je vais pouvoir dire deux mots, c'est que, par exemple, l'une des préconisations de la Cour des comptes était la suppression du Festival culturel de Fort-de-France, qu'elle considérait qu'il coûtait trop cher.
Et c'est là où on voit que la logique, je veux dire, technocratique n'est pas la même que la logique politique. Une municipalité doit avoir une vision. Quand Aimé Césaire crée le CERMAC, c'est parce qu'il a une vision pour sa ville, parce qu'il considère que le côté culturel doit avoir des effets sur toute la société, parce qu'une société, ce n'est pas seulement mettre des comptes à l'équilibre, c'est pouvoir créer quelque chose. Mais ça, c'est une vision qui est totalement inaudible pour la Cour des comptes. Et moi, je me souviens, quand j'étais adjointe au maire et présidente du CERMAC, qu'il y avait un cabinet, que la ville avait demandé à un cabinet parisien de venir faire une audit et de faire des préconisations. Et ce cabinet très célèbre avait préconisé, par exemple, que le CERMAC, qui a des coûts dérisoires pour l'année, tout le monde peut venir s'inscrire s'il trouve de la place. Et le cabinet proposait que le coût soit indexé sur les revenus. C'est-à-dire que c'est une préconisation qui peut s'expliquer, je dirais, d'un point de vue technique, technocratique, mais pas en fonction d'une vision politique. Donc ça, c'est, me semble-t-il, le fait d'obtenir un résultat. Parce que, encore une fois, la bonne gestion, c'est un objectif qu'il faut garder. Mais les moyens préconisés ne correspondent peut-être pas tous à une vision politique. Et puis ensuite, moi, je voulais faire deux remarques. Moi, je crois qu'on oublie, c'est pas valable seulement que pour Fort-de-France, c'est valable pour une commune. Excusez-moi, mais en conclusion, vous n'avez pas accepté ce principe. Non, absolument pas. Non, absolument, merci de le préciser. Oui, non, mais bien sûr que non, on ne l'a pas accepté. Et moi, je voudrais qu'on se souvienne de certain nombre de choses. Fort-de-France, il y a 80 ans, l'état dans lequel on ne peut pas s'imaginer, on a oublié, ou on ne connaît pas, une ville qui était livrée à la fièvre jaune, il y avait des caniveaux à ciel ouvert, il y avait des inondations. Le travail qu'il a fallu faire, par ailleurs, l'augmentation de la population, parce que quand il y a eu la fermeture des usines centrales, où les gens sont descendus à Fort-de-France, tous les quartiers qui ont été créés, et donc on a dimensionné une ville au niveau de ses équipements, au niveau de ses personnels, pour une ville qui a atteint 100 000 habitants. Aujourd'hui, elle en a 77 000. Et donc, on n'adapte pas des équipements du personnel d'une année sur l'autre. Il faut reconcevoir tout ça. Et ça, je pense qu'on ne tient pas compte de l'histoire qui accompagne la ville. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut avoir en termes. Et ensuite, la question démographique et la question de la revitalisation. Il y a un certain nombre de propositions qui sont faites pour la réanimation des centres-bourgs. Il y a des dispositifs qui sont employés en France hexagonale, mais que le Fort-de-France et le Lamentin sont éligibles. Il est important, me semble-t-il, tant mieux, et l'opposition dit c'est une bonne chose, mais nous serons véatifs de voir comment les choses vont se passer, ne pas oublier la vision, parce qu'il faut pouvoir concevoir en fonction des objectifs quelle ville on veut concevoir pour demain, en faisant en sorte que aussi bien les objectifs de développement urbanistique, des développements culturels, des développements économiques fassent une symbiose pour qu'on ait Fort-de-France, qui reste quand même la capitale de la Martinique, puisse être non seulement attractive pour ses habitants, qui n'aient pas envie de partir, mais également qu'elle soit attractive pour le reste, pour ceux qui viennent. Moi, je comprends mal la contradiction qui voudrait qu'on fasse cette ville vivre, et puis que lorsqu'on fait des investissements, peut-être pas tout à fait efficaces, efficients, mais ce n'est pas ça le problème, ils sont faits. Quand l'on procède à des choix, je veux parler du feu d'artifice, comment ça s'appelle, les boucans de la baie. Les boucans de la baie, en plus qui est payé par des fonds privés pour la plus grande partie du budget, ou ce festival, par exemple, ou certaines d'autres activités. Comment on peut reprocher une ville qui devient désertique à partir de 15h l'après-midi? À 15h l'après-midi, on entend des claquements. Vous savez ce que c'est? C'est les rideaux que le commerçant baisse. Ce n'est pas bien de rester ouvert parce que les clients ne viendront pas. Alors, on leur reproche parfois aussi de ne pas rester ouvert lorsque les touristes vont venir. Mais oui, mais ça demanderait des salaires supplémentaires. Donc, des dispositions étatiques, enfin, tout ce qui existe ne tente pas à faire vivre cette ville. Et bien, une propension mondiale qui est de la désertification des villes. Yann Monplaisir avait fait un spécialiste venir au conseil général, enfin, à la salle
du conseil, de l'ancienne salle du Conseil général pour expliquer que c'est un phénomène général et que certains choix qui ont été faits, peut-être ne tentent pas à arranger les choses, mais c'était de la bonne volonté que de faire, par exemple, le centre commercial. C'était pour essayer d'attirer du monde. L'action politique n'est pas toujours parfaite, puisque même dans le privé, on n'est pas toujours parfait. Le nombre de bilans que l'on dépose le montre bien. La ville ne peut pas déposer son bilan, elle fait de son mieux. Et là, avoir une édilité qui est arrivée quand même à équilibrer son budget et même avoir un bonus de 5 millions, c'est bien ça, 4 millions et quelques. Oui, 4 millions 8. 8. Écoute, bon, d'ailleurs, là, tu l'as dit de façon rapide, que l'opposition municipale dit qu'elle reste véative. Tout à fait. Mais qu'en fait, bon... En disant, et puis oui, ils disent qu'ils sont véatifs, et Michel Branchi, de ce côté, il considère que lui, enfin, il demande à voir parce qu'il considère presque que le budget serait fictif. Oui, ça c'est... mais moi je dirais à ce moment-là, la Cour des comptes, on l'utilise, on la brandit quand les rapports sont négatifs, quand la Cour des comptes est positive, il faut la prendre aussi, il faut l'accepter aussi. On va passer la parole à Madame Frédérique d'Espagne qui va nous expliquer pourquoi aucun projet structurant ne se fait sans le soutien de l'Europe. Mais ce n'est pas toi qui dis ça. Oui, c'est Alexandre Ventadour qui dit ça. Et cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Je suis bien d'accord avec toi, cher Alexandre. Oui, et puis je vais vous donner des exemples concrets des projets structurants. Je suis d'accord parce que nous sommes une région ultra-périphérique. Alors on dit toujours les RUP, mais expliquons ce que sont les RUP rapidement. Les RUP, ce sont des régions ultra-périphériques d'outre-mer intégrées à l'Union européenne, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin pour les Françaises, les Açores, Madère pour le Portugal, les îles Canaries pour l'Espagne. Nous avons des enjeux communs. Les RUP, nous avons un éloignement, bien sûr, et puis un taux de chômage élevé et une forte dépendance à des secteurs économiques. Nous avons une diversification de secteurs économiques qui est toute relative. Et donc l'objectif, c'est pour Alexandre Ventadour, c'est d'obtenir des financements dédiés. Notons que toutes les îles, comme la Nouvelle-Calédonie dont on a parlé tout à l'heure, la Polynésie française ou Saint-Pierre-et-Miquelon ne bénéficient pas, sont certes liés à des États membres, mais ne sont pas des RUP. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir être une région ultra-périphérique. L'Europe est une chance pour les RUP. Bon. Alors, il parle, Alexandre, du cofinancement essentiel de tous les grands projets. Donc, il cite le Club Med, les routes, les ports, l'agriculture, le numérique. Il a raison, il y en a des projets en Martinique à développer. Et puis, il a son fameux 2048, son bicentenaire de l'abolition de l'esclavage en ligne de mire pour pouvoir réaliser tout cela. Et je vais vous donner, on parle de millions d'euros, et je vais vous donner quelques exemples structurants de fonds européens pour la Martinique. Et puis après, je vais vous balader un petit peu parmi les RUP pour parler de façon concrète. La modernisation de l'éclairage public en Martinique sur le plan 2019-2023, c'était 74 millions d'euros au total, dont 33 millions d'euros via le FEDER. Objectif, le remplacement de 25 000 luminaires vétustes par des LED, notamment dans les municipalités. Également le transport collectif, le TCSP, un montant total de 380 millions, dont 87,5 millions quand même via le FEDER. Et enfin, la transformation de l'agriculture martiniquaise, il y en a, c'est pas exhaustif, mais je vous donne des exemples. Montant total de 81 millions, bientôt presque 82, via le FEDER pour moderniser, et le FEADER pour moderniser et diversifier les exploitations agricoles. Et puis, il n'y a pas que les RUP qui utilisent les fonds européens. La France continentale aussi, pour la transition énergétique, pour un montant investi de 250 millions d'euros. L'Autriche, avec sa transition énergétique, elle aussi, de 250 millions. Et également le Portugal, pour le développement de ses entreprises, pour un même montant de 250 millions d'euros. Et puis, parlons de la Réunion, qui est toujours ce bon élève qui m'agace tellement, qui est déjà sur son plan 2021-2027 avec 1,4 milliard et qui finance sa transition énergétique, ses infras de transport. Nous avons une enveloppe autour de 520 millions d'euros pour notre extension de l'aéroport Aimé Césaire, notre modernisation du Grand Port et notre développement du réseau. La Guadeloupe a une enveloppe de 1014 millions d'euros et la Guyane de 608 millions. Combien ? 1014 millions, la Guyane 608. Et j'ai envie de vous dire, les Canaries sont quand même à environ 1 milliard d'euros alors d'enveloppe.
Donc, il faut aussi savoir que les enveloppes jouent avec leur investissement. Comme tu disais, si tu n'as pas bénéficié d'un plan, il y a une renégociation ensuite de tes fonds. Bon. Alors, il y a vous avez vu qu'on n'est pas parmi ceux qui ont la plus grosse enveloppe, mais ce n'est pas nécessairement que nous soyons les mauvais élèves, c'est que c'est fait par rapport à la démographie. Ouais. Et nous avons une démographie baissante, exactement. Donc, nécessairement, plus notre démographie sera déclinante et moins nous serons éligibles au fonds. Ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point, c'est que ce sont des dossiers très techniques. Je ne tape pas sur les équipes de la collectivité, mais nous devons avoir des professionnels pour pouvoir affecter, pour pouvoir solutionner, pour pouvoir établir les enveloppes des fonds européens. Ensuite, je sais que je me tire une balle dans le pied parce que je suis une pro-fonds européen et dès que je peux tirer la sonnette d'alarme, je le fais. Mais ce ne sont pas des enveloppes énormes par rapport aux besoins du territoire. Je m'explique. Si aujourd'hui, on fait un état des lieux des besoins, et Alexandre Ventadour a fait cet état des lieux, en parlant des besoins numériques, on a besoin de la fibre, on a besoin d'une série de choses en Martinique. On n'est pas sur quelques millions et je ne minimise pas notre chance de faire partie de l'Europe. Je dis simplement que les fonds européens sont un complément. Vous voyez bien, ils viennent en fait en appui de grands investissements. Et puis, ce n'est pas comme si nous n'en étions... Alors, on a ce vrai besoin sur je disais le numérique, mais je peux parler du durable, je peux parler du tourisme, je peux parler de tous les besoins d'infrastructures, du port, et de l'aéroport, etc. Mais je dirais surtout que nous sommes capables aujourd'hui, dans la Caraïbe, regardez la Tour Lumina. La Tour Lumina, c'est un investissement d'Amérique latine. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables aussi d'aller chercher, d'aller chasser des fonds, comme la Caraïbe peut le faire? La France ne nous interdit pas de le faire. On ne parle pas anglais suffisamment bien. L'Europe ne nous interdit pas de le faire. Donc moi, je suis une pro-Europe. Pour moi, il faut le dire. Mais il faut aussi être vraiment des chasseurs, des commerciaux de la Martinique. Oui. D'autres îles le font. Prenons exemple, qui vont comment dirais-je, flécher des fonds. Après, on a tout de suite peur. Mais non, qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher des fonds, évidemment avec toute proportion gardée, avec des équilibres géopolitiques, auprès de la Chine, auprès des Émirats, auprès de, évidemment, dans les limites de la stratégie. Mais je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus tout demander à la France et on ne peut pas non plus tout produire en Martinique. Ma boutade, pour dire qu'on ne parle pas suffisamment anglais, elle était volontairement accusatoire. Mais en réalité, je pense qu'avec les budgets français, qui nous viennent de la France, avec donc nos budgets, qu'avec l'aide de l'Europe, mais avec une gestion différente, avec une lisibilité et puis avec des choix de développement beaucoup plus efficaces, qu'on pourrait s'en sortir. C'est ma conception. Avec peut-être une gestion différente de l'île, on pourrait s'en sortir. Le secteur privé te le dit, ils gèrent leur boîte avec beaucoup moins d'éléments, beaucoup moins de potentiel offert. Ceci étant dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois mal comment on pourrait faire sans l'Europe. Je vois mal comment on pourrait faire sans la France au point de vue budgétaire. Hein, oui. Attention. Il faudrait donc remplacer tout ça par beaucoup d'ascétisme, d'austérité et autres. Il faut qu'on soit rationnel. Alors, quant à aller chercher des budgets ailleurs, je pense que nos îles voisines qui vont chercher des budgets ailleurs n'ont pas d'instance regardante sur l'origine de ces fonds. Il nous a bien expliqué ça à plusieurs reprises. Quand on va chercher des fonds en international, en tous les cas, le maire de la commune, Germain Duton, lui, il est classique. Il a convié son personnel pour lui dire, venez voir comment on gère une commune en déficit, et c'est dur, mais voilà comment on fait. Emmanuel va vous expliquer ça. Oui, comme beaucoup de communes martiniquaises, la commune du Prêcheur a connu de grandes difficultés financières. On sait maintenant que toutes ces collectivités sont très fragiles, sont très endettées et ont un ratio budgétaire, parce qu'il faut comprendre que dans un budget de municipalité ou de collectivité, vous avez deux grands blocs. Vous avez le bloc qui est lié à l'investissement, ouais, et puis le bloc lié au fonctionnement. Et c'est vrai que le ratio, ça c'est un peu la caractéristique de nos collectivités, c'est que dans le budget des communes, la part du fonctionnement est surdimensionnée par rapport à la part de l'investissement. Ouais. Et c'est pourquoi ces collectivités ont du mal à jouer leur rôle d'animateur du circuit économique par l'investissement,
puisque l'essentiel consiste finalement à payer des collaborateurs et à payer le fonctionnement même de la mairie. Et ce taux est à peu près 2 fois plus important que le standard moyen national, pour qu'on ait un ordre d'idée. Et donc, nos collectivités sont en difficulté, et il existe donc un dispositif qu'effectivement Fort-de-France a utilisé, qui est le dispositif Corom, qui est le contrat de redressement outre-mer. Et la ville du Prêcheur donc a signé ce contrat avec l'État. Alors c'est un contrat tripartite, État, commune et AFD, l'Agence française de développement, et qui permet et qui est sollicité par les collectivités en grande difficulté financière, alors, comme le disait tout à l'heure Daniel, sous certaines conditions. Mais bon, là, les conditions ont été requises. Et donc, ce contrat, c'est en quelque sorte un plan de sauvetage de la commune en mobilisant les moyens de l'État, les moyens de l'AFD et les moyens de la commune, où on se met ensemble, les têtes que les épaules, pour trouver des solutions de sortie de crise. Parce que malgré tout, même si, comme le disait tout à l'heure Daniel, chaque commune doit avoir sa vision stratégique, mais l'argent magique n'existe pas. Il faut quand même que les moyens se mettent au service d'une vision. Et donc, l'équation budgétaire est essentielle si on veut que la collectivité perdure. Donc voilà, donc alors ce n'est pas un chèque en blanc, l'argent du Corom, c'est un contrat avec des engagements précis. Et là, chacun donne sa part du jeu. Alors il y a bien évidemment un soutien financier, mais c'est un soutien sous condition. Alors le Corom, c'est une aide de l'État accompagnée par l'Agence française de développement. Alors pour le prêcheur, ça représente 800 000 € sur 3 ans, avec 200 000 € qui ont été donnés dès 2024, tout de suite. Donc c'est quand même, à l'échelle de cette commune, c'est beaucoup d'argent. Et pour toucher cet argent, la commune doit respecter un plan de redressement budgétaire strict. Alors par exemple, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige la commune à se poser des questions de bonnes pratiques structurelles. On parlait tout à l'heure du frigo que l'on vide, c'est un peu la même chose. On reconsidère ses méthodes. Et concrètement, pour le prêcheur, ça a quelques décisions, c'est ne pas remplacer certains départs à la retraite. Donc on n'est pas dans le remplacement systématique. C'est un travail sur la réorganisation des services et c'est un travail sur la rationalisation du patrimoine, les bâtiments, les équipements, comment on les gère, est-ce qu'on en cède certains, etc. Donc c'est une vraie transformation et pas simple ajustement. Et puis enfin, tout ça fait l'objet d'un suivi constant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un suivi piloté par un comité qui réunit l'État, l'AFD, les élus de la commune et même des représentants syndicaux. Et donc là, vous avez un collectif qui prend en charge la stratégie définie par ce quorum pour piloter, suivre et veiller à ce que les bonnes décisions prises ensemble sont appliquées correctement et on obtient des résultats. Manifestement, c'est quelque chose d'efficace parce qu'on dit souvent qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et là, c'est le phénomène de ces regards croisés sur un objectif unique qui est celui du redressement qui permet d'aller plus efficacement dans les solutions. Et voilà, j'ai même une petite remarque de la CGTM-SOM qui fait partie du syndicat de la commune. Et qui salue la transparence. Donc c'est intéressant de voir que le monde syndical rentre dans la gestion en disant « et si les effectifs diminuent, il faudra revoir les horaires ». Le quorum, c'est un contrat vivant qui se pilote au quotidien. Vous voyez, donc on est vraiment dans quelque chose d'efficace. Voilà, donc pour compléter cette histoire du quorum, plusieurs communes l'ont sollicité. Donc on a parlé de Fort-de-France. Il y a aussi Saint-Pierre, la ville de Saint-Pierre qui l'a sollicité, le Prêcheur bien évidemment, et puis Cayenne en Guyane et Basse-Terre. 12 communes de l'outre-mer. Voilà, donc ce sont toutes ces communes en difficulté qui rentrent dans ce plan de redressement et avec déjà des améliorations visibles qui se constatent notamment par la baisse des délais de paiement. Et Dieu sait si c'est un cancer dans le système économique. Et donc là, on constate que ça s'améliore vraiment, une meilleure maîtrise des dépenses, et puis plus de rigueur budgétaire d'une manière générale. Et donc, on est dans quelque chose de vertueux.
Le prêcheur fait face à un déficit budgétaire de 2,4 millions d'euros pour 2023, avec une dette totale d'environ 2,6 millions d'euros, comprenant des dettes bancaires et non bancaires. Donc c'est pour une si petite commune où l'impôt est certainement ténu, léger, et puis avec des problèmes colossaux. La ligne... Le trait de côte. Le trait de côte, voilà, la ligne dont il faut s'occuper. Là aussi, ils ont mis en œuvre des moyens. Je pense que c'est vraiment, il est surprenant ce maire qui est très idéologisé, c'est un néologisme, mais qui, sur le plan pratique, Guy Fontaine, il est très pratique, il utilise bien tous les ressorts que lui offre, il faut le dire, la situation de commune française. Jingle. Quand les clowns investissent l'Agora, c'est une tribune qui a été publiée dans le magazine Antillard, qui est excellemment bien écrite et dont je laisse le soin à Daniel de l'analyse et de décortiquer. Je suis sûr que ça t'a plu. Non, mais tu étais bien parti. Hein. Tu as éprouvé tel plaisir que tu aurais pu continuer. Alors, je vois que tu as choisi une illustration... parce que bon, on voit les colonnes, donc tout de suite, on s'imagine être en Grèce, donc parce que l'Agora, le titre de la tribune, c'est quand les clowns envahissent l'Agora, donc ça fait référence à la Grèce antique, qui était l'espace public, et c'était disons qu'avant l'heure, la démocratie participative, puisque chaque citoyen pouvait venir débattre et exposer et échanger. Et là, dans cette Agora, et donc, c'est pour parler de notre espace public ici. Les clowns auraient envahi cette agora. Alors, qui sont les clowns? Parce que maintenant qu'on a découvert... C'est toi qui traite le sujet. Non, mais je pose la question. C'est une photo générée par intelligence artificielle. Naturellement. Ah oui, il faut que tu mentionnes, hein, générée par l'IA. Nous sommes des gens... Non, il n'y a pas d'obligation. On va faire un débat là-dessus. Hein, pardon, Daniel. Vous avez affaire à deux juristes là, attention. Vas-y. Donc, l'espace public, c'est l'espace martiniquais, bien entendu, et il fait allusion, en fait... à ce qui s'est passé avec le RPRAC. C'est-à-dire que depuis septembre, il dit il y a un groupe qui vient, qui fait la une de l'actualité, il dit, même si... Jeff Lafontaine, hein, il dit que même s'il avait des réserves compte tenu des objectifs qui lui paraissaient très assimilationnistes des revendications, mais il considérait que c'était en quelque sorte une remise en cause du train-train quotidien, de l'ordre établi, du système, et que pour lui, c'était un souffle nouveau qui apparaissait. Et dit-il, quelle déception, parce que face... Alors, je reprends ces mots. Oui. Parce que c'est déception face à la tournure prise par le RPRAC, vide de toute ambition collective sérieuse, englouti dans des logiques d'ego et de confusion idéologique. Donc ça, c'est son constat. Alors je dirais que l'actualité lui a un peu donné raison, hein, quand on voit les dissensions, quand on voit ce qui est dit par certains membres éminents du RPRAC, effectivement, on sent bien que les égos sont très présents. Il indique d'autre part, le plus affligeant reste l'écho complaisant de certains médias locaux et d'autres apprentis journalistes ou influenceurs sans influence. Donc, il donne vraiment son avis sur la façon dont les médias ont accueilli ce mouvement, et ensuite les réseaux sociaux, vacarme qui devient purement viral. Et sa conclusion, c'est qu'il considère que la Martinique est en souffrance quand l'essentiel des débats sur son avenir est capté, voire confisqué par des saltimbanques. Et l'intérêt, moi, me semble-t-il, de cette rubrique, c'est de souligner ce qui a été dit et dont on n'a pas entendu beaucoup la voix, mais il y a un certain nombre de personnes qui l'ont dit, sur effectivement l'appauvrissement du débat en Martinique. Parce qu'on était dans des positions qui étaient très tranchées, qui étaient donc plus sur le plan affectif, émotionnel, et non pas sur le plan de la réflexion. Et c'est-à-dire qu'on assiste... Alors, la Martinique n'est pas seule dans ce cas. On a bien vu que, de façon générale, avec la progression des réseaux sociaux, le sens de la nuance a disparu, la complexité n'est plus de mise, que c'est vraiment tranché, opposition contre opposition. Mais nous ne pouvons pas, moi je crois que c'est surtout ce qu'il faut voir, pour des territoires aussi petits que les nôtres,
où nous nous connaissons, nous nous côtoyons, et nous avons besoin de pouvoir échanger, de pouvoir avoir un vrai débat, parce que ça a des répercussions tout de suite sur notre vivre ensemble. C'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais la réalité, c'est ça. Et donc, moi, je crois que sa mise en garde est salutaire, parce qu'elle nous permet de rester vigilants sur le fait que toute société a besoin de ce débat complexe. De débat complexe, pondéré, équilibré, jingle, culture. Paris Créole Blues, une autobiographie avec Nathalie Levissal, et naturellement c'est toi. Oui, alors c'est vrai que nous sommes au mois d'avril et Génie Alpha est né en avril 1910, donc c'était l'anniversaire de sa naissance. Et donc il m'a paru intéressant de parler d'une femme qui aurait eu 115 ans si elle était vivante, en signalant qu'elle a vécu 100 ans. Et qu'est-ce qui peut nous intéresser dans la vie de Génie Alpha aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut parler au monde qui nous écoute, à la population? C'est d'abord parce que c'est un pari extraordinaire. Alors je montre la photo parce que je vois qu'il n'y a pas de la photo de son livre, pour que les gens voient. C'est un oubli de ma part. Et d'abord c'est une Martiniquaise. Elle est née à Fort-de-France, elle vit à Fort-de-France, elle est dans la bourgeoisie de couleur. Elle part faire des études parce que ses parents veulent qu'elle soit enseignante, donc elle est à la Sorbonne, mais ça ne l'intéresse pas. De tout temps, sa passion, c'est le théâtre. Et elle est confrontée, donc elle arrête la Sorbonne, et elle est arrêtée par le fait qu'on lui dise « mais vous n'y pensez pas, comment vous, noir ?» On ne lui dit pas noir, mais on lui dit « vous, comment voulez-vous jouer une pièce classique? Ce n'est pas possible. » Et donc, la réalité, à ce moment-là, elle arrive à Paris, elle a 19 ans, donc en 1929, la réalité c'est ça, c'est que pour quelqu'un de couleur, il n'est pas possible de jouer le répertoire. Donc ça me paraît quand même intéressant, 1929, de voir le parcours et ce que d'autres avant ont dû faire et se batailler pour pouvoir arriver. Et Génie Alpha, donc, elle va faire une chose, puisqu'elle ne peut pas faire du théâtre, même si c'est sa passion, elle va chanter, elle va jouer de la musique, elle va danser, elle va même diriger un orchestre. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples de femmes ayant dirigé un orchestre, mais pendant 10 ans, elle va diriger un orchestre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sache, parce que c'est qu'elle va se produire partout. Quand je dis partout, c'est partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Et elle va partir en tournée, et des tournées qui vont durer des semaines. Et puis, elle va, dans sa volonté de mettre à l'honneur la culture créole, elle va aussi progresser parce qu'elle connaît beaucoup de gens. Elle se produit à la canne à sucre. La canne à sucre, c'est un endroit qui est connu. Mais on oublie que c'est fréquenté par toute l'intelligentsia française, américaine qui est de passage, africaine. Donc c'est un lieu de rencontre et elle rencontre plein de gens. À ce moment-là, elle va rencontrer Duke Ellington, elle rencontre beaucoup de monde. Et c'est en même temps quelqu'un qui est passionné par la culture, donc elle va fréquenter Aimé Césaire, Senghor, Damas, et quand elle va pouvoir enfin faire du théâtre, elle va rencontrer Jean-Marie Serrault, elle va rencontrer Roger Blin, elle va donc jouer dans la tragédie du roi Christophe, et elle va se produire à Dakar quand Senghor sera président, parce qu'il va faire venir la troupe au Sénégal. Mais elle va jouer et elle va finir en 1975 par pouvoir jouer le répertoire classique. Et elle va jouer Tchekhov, elle va jouer Brecht, elle va jouer Shakespeare, elle va jouer Corneille. Donc en fait, moi je trouve que c'est un exemple extraordinaire et qui est toujours valable pour notre époque de savoir comment ce que la volonté, l'exigence peut, là où ça peut mener, c'est-à-dire que ça peut mener jusqu'au bout, ça peut faire franchir tous les obstacles. Et c'est quelqu'un qui, méthodiquement, arrive à toucher le plus grand public qui soit. Quand on imagine qu'une pièce peut rester à l'affiche des mois, c'est pas une semaine, c'est des mois. Et donc, c'est ça, Génie Alpha, c'est ce que ça représente. C'est quelqu'un qui va être programmé en Martinique, elle va venir jouer à la Martinique. Elle va rencontrer des metteurs en scène extraordinaires, dont Daniel Mesguich, qui va la faire jouer et qu'elle va adorer.
dont Le Moine, qui est un metteur en scène haïtien, qui est aussi extraordinaire. Moi, je conseille vraiment à tous ceux qui ne la connaissent pas d'aller de lire son livre, de lire le bouquin, et puis d'aller sur Internet, parce qu'il y a plein de choses sur Internet, parce qu'il y a des documentaires, il y a plusieurs documentaires sur Génie Alpha, et puis on la voit chanter, parce qu'elle chante aussi, et donc elle a un album. Elle a fait, on se demande ce qu'elle n'a pas fait dans ce domaine. C'est quelqu'un, alors, il y a une place à Paris qui porte son nom. En Martinique, il y a un collège. Je pense que ça mériterait peut-être un peu plus. Mais enfin, c'est déjà pas mal. Mais c'est récent, 2023. Oui. Le collège de Dillon s'appelle Collège Génie Alpha. Et c'est une reconnaissance méritée parce que la culture martiniquaise lui doit beaucoup. Et encore une fois, son exemple d'opiniâtreté, d'exigence, d'excellence sont des modèles qui sont toujours modernes selon moi. Je trouve des similitudes entre cette femme et Victor Laszlo, qui a fait le cinéma, le théâtre, l'art, la musique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis l'écriture aussi. C'est vrai. J'ai passé un très bon moment. C'est la raison pour laquelle je vous remercie. Je vous remercie Marc. Il n'y a pas de Marc, non, Max. Max Monrose. Et Marc aussi, tant qu'à faire. Pourquoi pas Marc, de cette administration importante de Zitata. Mehdi, je vous remercie d'avoir accompagné une fois de plus. David, Flore. David, Flore, naturellement, Flore Filias. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour une émission aussi efficace. Je vous enverrai beaucoup plus tôt le travail à faire. À la semaine prochaine. Au revoir.